Ce voyage est un safari le long du golfe du Lion qui s'étend sur la Méditerranée de la frontière espagnole à Toulon. Depuis Port-Vendre, nous ferons escale à Sète avant d'atteindre Marseille. Il y a plus de 2000 ans, Port-Vendre servait de port de commerce entre les mondes d'Orient et d'Occident. Au Moyen-Âge, la cité tombe en décrépitude jusqu'à sa totale refondation au XVIIe siècle. À cette époque, Port-Vendre tombe entre les mains du royaume d'Espagne, un an avant sa reconquête par les soldats de Louis XIV. La petite rade protégée en fait toujours un havre particulièrement prisé. Les navires, surpris par les vents rugissants dans le golfe du Lion, s'y mettaient à l'abri en attendant de reprendre leur cap pour Marseille ou l'Espagne. Certains autres, incapables de s'y réfugier à temps ou de vaincre les tempêtes, font désormais le bonheur des chasseurs d'épaves. Tout en criques et crêtes, la côte Vermeille émerveille les randonneurs. À partir du Cap Béar, elle prend des allures de terre vierge. Les aficionados des bains de mer filent vers l'Espagne. Là où les Pyrénées tombent dans la mer, ils pourront se baigner à Banyuls, dernière station balnéaire avant la frontière. Sur les hauteurs du Petit Port s'élève le massif des Abers, où, fidèle au poste, la tour de garde n'a pas bougé d'un poil. La sentinelle de pierre surveillait la côte du Roussillon. Déjà au XIIIe siècle, ces contreforts étaient couverts de vignes. Et comme à l'époque, les vignerons doivent pousser la haute au sommet avant de tirer leur nectar. À l'époque où les Pyrénées passent de main en main, Fort Saint-Elme défend tour à tour roi de France et d'Espagne. Sa situation dominante permet de sécuriser à la fois Port-Vendre et Collioure, situés dans une crique voisine. Le port, aussi rocailleux que l'accent de ces pêcheurs d'anchois, était le foyer d'un commerce intense, au temps où l'Espagne administrait les villes de Port-Vendre et Collioure réunies. Nous franchissons à présent près d'une soixantaine de kilomètres vers l'est. À l'extrémité des marais de Gruissant, aussi rond qu'un coquillage, son village n'a pas son pareil, emberlificoté autour de sa forteresse médiévale, classée monument historique. Pour les estivants, Gruissant, c'est avant tout ces chalets en bois sur pilotis, fabriqués en Haute-Savoie dans les années 50. Ils ont un tel succès que leur nombre ne cesse de grimper, atteignant aujourd'hui les 1300 lotissements. Préparez-vous maintenant à contempler des œuvres dignes d'extraterrestres. Voici la première de toutes, Cap d'Agde, une station balnéaire construite dans les années 60 dans le cadre d'une politique de grands travaux visant à développer et démocratiser le tourisme en Méditerranée. Ce qui distingue cette côte du reste du littoral est sa situation entre deux eaux, la mer d'un côté, des étangs de l'autre. Sur la rive nord de l'étang de Thau s'étirent les parcs ostréicoles de Bouzigues. Chose insolite ici,
Les huîtres, comme les moules, sont élevées en suspension, contrairement à ce qui est pratiqué sur la côte atlantique. L'étang de Thau se referme au sud sur la ville de Sète. On la surnomme l'île singulière, tant elle se démarque des autres villes du golfe du Lion. Son nom évoque pourtant un pluriel. Sète, vous l'aurez compris, n'est pas une ville où les choses tournent bien rond, mais c'est là tout son charme. Le passage du pont ferroviaire symbolise l'entrée dans Sète. Une des rares villes de France qu'il est possible de visiter au fil de l'eau. Le premier port de France en Méditerranée séduit avec ses canaux qui quadrillent le petit territoire où la vie semble s'écouler comme un fleuve tranquille. Le quartier le plus pittoresque est sans conteste celui de la Pointe Courte, véritable repère pour les pêcheurs de Sète. Sur ces canaux s'escriment chaque année les jouteurs qui sont à Sète, ce que le chanteur et poète Georges Brassens l'est aussi, indéboulonnable. Enfin, pas toujours. Passé le pont de la Savonnerie, amarrés en plein centre, les thoniers assènent la tradition maritime de la cité. Ils sont pour ainsi dire rivés à quai, depuis que l'urgence écologique a contraint la France à durcir les règles qui régissent la pêche au thon. Si l'on peine à s'extirper de ses entrailles tant elles vous attachent, embarquez donc à bord d'un de ces ferries pour Tanger. Car Sète, c'est aussi ça, une porte vers l'Afrique et le monde, ouverte 7 jours sur 7. Notre itinéraire maintient son cap à l'est. Avant de franchir l'embouchure du Rhône, nous ferons escale à Sainte-Marie-de-la-Mer, avant de rejoindre sur l'autre rive de l'estuaire notre destination finale, Marseille. À l'extrémité de ce rivage bordé d'étangs, championne toute catégorie des villes nouvelles de la côte, la Grande Motte est apparue comme une taupe sortie de terre. Avec les 2 millions de touristes qu'elle accueille chaque année, la Grande Motte est l'une des stations balnéaires les plus fréquentées par les Français pendant les vacances d'été. Dernière perle du golfe du Lion, tel un jeu de bataille navale grandeur nature, le Gros du Roi est aussi une station balnéaire reconstruite dans les années 60. L'aménagement de Port Camargue illustre assez bien l'ampleur du projet. C'est l'un des premiers ports de plaisance en Europe. Les escadrons de flamants roses et les hordes de chevaux ne laissent planer aucun doute. Nous sommes au-dessus du parc naturel régional de Camargue. Sainte-Marie-de-la-Mer, un peu la capitale de la Camargue, tire sa popularité des courses et autres corridas qu'elle organise dans ses arènes. Sur la rive gauche de l'embouchure du Vieux-Rhône, le phare de Faramond veille sur des hectares d'étangs et de marais qui, jadis, faisaient vivre la commune de Fos-sur-Mer, visible à 100 lieues à la ronde. Un passé enterré sous un complexe industriel qui fait tourner l'économie de la ville à plein régime. Fos-sur-Mer a dans son arsenal d'industrie
l'une des 12 raffineries françaises. Une véritable poudrière où débarquent régulièrement des tankers chargés de matières explosives. Inutile de préciser que la manœuvre d'approche de ces bombes flottantes est confiée à des pilotes experts. Notre voyage s'achève 50 km au nord-ouest, dans une ville où le plus chevronné des pilotes pourrait perdre la boussole. Redouté, courtisé, voici Marseille et ses quartiers. Populaire au nord, huppé au sud. Et la balle au centre, histoire de mettre de l'huile sur le feu. En gardienne incongrue du joyeux melting pot, Notre-Dame de la Garde, la bonne mère, veille comme elle peut. Côté mer, Marseille déballe ses 40 km de côte, 14 ports de plaisance, 1000 mètres d'avenue, la Canebière qui déboule là où tout a commencé. Bien avant qu'on y invente la bouillabaisse, voilà où les Phocéens avaient mis pied à terre 6 siècles avant notre ère. Le vieux port est la vitrine historique de la ville. L'activité de pêche en a été éloignée pour faire place aux plaisanciers. Les yachts qui viennent s'amarrer ici diluent peu à peu les parfums du Marseille, aux accents de Provence rendus célèbres par Marcel Pagnol. Le romancier, indissociable de la ville, jurait sans doute que la meilleure vue sur Marseille est celle qu'offre l'archipel du Frioul, ancré à 2000 de là. Deux îles, attachées par un port. Déjà un autre monde où jadis, les navires revenant de terres lointaines étaient mis en quarantaine avant de rejoindre Marseille et le territoire de France. Ce voyage nous emmène planer au-dessus de la Côte d'Azur. Décollage par-delà les calanques de Cassis, suivi d'escale à Toulon, Saint-Tropez, avant d'atteindre la principauté de Monaco. Ces entailles creusées par la mer forment un paysage emblématique en Méditerranée, les calanques. Elles ouvrent sur le rivage des criques abritées de massifs crayeux pouvant atteindre à cet endroit 300 mètres de haut. Mais vous verrez qu'elles ne sont pas les plus hautes. Pour rejoindre ces calanques, il n'y a souvent qu'un chemin sinueux et pentu, comme pour accéder à cette autre faille qui réserve aux courageux une récompense paradisiaque. Au bout de ce dédale de falaises en dos d'âne, s'est niché le port de Cassis. La cité touristique tire gloire des imposantes calanques qui l'emmuraillent et de son petit vin blanc, capable de griser les plus réfractaires au charme de Bacchus. Cassis accueillait ce jour-là dans ses eaux l'un des plus grands voiliers d'Europe, le Belém. Un peu l'ambassadeur de la marine nationale. Qui saura dire s'il parvint à voler la vedette au Cap Canaille, culminant à 399 mètres et pas un de plus. Près d'une vingtaine de kilomètres à vol d'oiseau plus à l'est, la baie de Sanary-sur-Mer offre un autre visage. L'île des Ambiers ferme la baie au sud. Les siècles ont passé avant que son pâturage salé ne devienne ce charmant refuge. Un changement
qui s'opère à la fin des années 50, quand l'inventeur du plus ensoleillé des apéritifs achète l'île. Paul Ricard allait dépenser des fortunes pour aménager le site et faire construire un port de plaisance. Pour rejoindre la rade de Toulon, il faut contourner le cap Sissier. Face à la mer, agonisent les ruines d'une position occupée durant la dernière guerre. Au pied du rocher des Deux Frères, gîte une épave coulée exprès pour servir d'aire de jeu à des plongeurs en mal d'entraînement. Des hauteurs du cap Sissier, on aperçoit la presqu'île de Saint-Mandrier. Elle fixe la limite sud de la rade de Toulon, qui abrite le premier port militaire de France. Voici Montcalm, nom de baptême de ce bâtiment, l'une des 3 frégates anti-sous-marines de la base navale. Dans la rade stationne le gros de la Marine nationale. Et inutile de le claironner, ça se voit. La protection naturelle de la baie à l'abri des montagnes lui conférait dès le XVIe siècle sa vocation de port de guerre. À la croisée des chemins, entre Marseille et Nice, Toulon ne tire aucune gloire de son trafic routier, régulièrement en rade. Aussi, les citadins ont tout avantage à utiliser les bateaux-bus qui traversent la rade sans encombre en 20 minutes. Les navettes ont l'autre atout d'offrir des places aux premières loges pour admirer la flotte de la Marine nationale. Elle compte en particulier dans ses rangs le porte-avions Charles de Gaulle, unique bâtiment à propulsion nucléaire d'Europe. En face de Toulon, c'est un autre univers. La presqu'île de Gien semble ne tenir qu'à à 2 fils. Le double cordon dunaire, ou double tombolo de la presqu'île, n'a pour ainsi dire aucun jumeau sur la planète. Le long de ces tombolos s'étendent des marais salants qui appartiennent au Conservatoire du littoral, dont la mission est d'en protéger la biodiversité. Notre show aérien au-dessus de la Riviera se poursuit par la tournée des Grands-Ducs, Saint-Tropez, Cannes, Nice et Monaco, notre destination finale. Préparez-vous maintenant à plonger dans l'ambiance torride de la capitale internationale de la jet set. Bienvenue sur la plus française des planètes Hollywood. Bienvenue dans la vitrine rêvée des m'as-tu-vu de tous bords et des paparazzis de tout poil. Bienvenue à Saint-Tropez. Il n'est pas loin le temps où le port de pêche s'endormait au champ des Grillons, où les matins diffusaient sans autre parasite les voix des maraîchers aux accents de Provence. C'était avant que ne déferle la vague des yéyés des années 60. Un raz-de-marée qui charriait au passage les yachts qui font la réputation de Saint-Tropez et s'y agglutinent un peu plus chaque saison. Les après-midi d'été, les palaces flottants font cap vers les 4,5 km de plage de Pamplonne. Particulièrement appréciée par la jet set, parce qu'elle peut y rencontrer d'autres célébrités. Les yachts semblent s'y être donné rendez-vous, comme si l'un d'entre eux avait battu le rappel. Loin des feux de la rampe,
Juché sur la colline qui domine les bancs de yachts, contrairement aux apparences, le petit village de Ramatuelle est aussi un repère dont les people sont fans. Et comme à Gassin, des étoiles grimpées au firmament s'arrachent à prix d'or des propriétés à d'autres stars en cours d'extinction. Sur la côte, arrêt sur image à Cannes, au pied des marches du Palais des Festivals. Un jour sans tapis, ni diva, sans phare, ni paillettes. À Nice, salue l'artiste au bâtisseur de la marina Baie des Anges. La construction n'a pas son double et pour cause. Elle avait fait tant de vagues qu'une loi interdit désormais ce genre de délire sur le littoral. Au chapitre des démesures, l'aéroport vaut aussi son pesant d'or, entièrement construit sur la mer, à l'issue de travaux titanesques. D'un autre temps, le Vieux-Nice rappelle l'époque où la cité était un comté italien. Elle en a gardé le charme intact et une vue imprenable sur le massif du Mercantour. L'arrière-pays niçois n'a rien à envier au rivage. Ces collines servent d'écrin à des villages médiévaux dont certains sont de véritables pépites. Au top du box-office, Saint-Paul-de-Vence, célèbre parce qu'il était le repère des vedettes de cinéma le temps que durait le Festival de Cannes. Au voisinage du littoral, le village d'Èze est sûrement le plus atypique de Provence. Il s'étage sur 3 niveaux. Le bourg proprement dit domine la station balnéaire d'Èze-sur-Mer, à Languille sur la Méditerranée. Un bon emplacement pour voir passer les touristes qui, pour quelques euros, viennent baver devant des maisons qui en valent plusieurs millions. Des résidences appartenant aux grandes fortunes de ce monde et rivalisant d'éclat. Nous finissons cette croisière princière en apothéose. Ce simple rocher est le siège de la plus ancienne dynastie régnante de la planète. Un album de famille de plus de 7 siècles. Voici où en a été tournée la dernière page. Dans ce palais, Monaco célébrait devant les caméras du monde entier l'union de Charlène et du prince Albert Grimaldi, dernier du nom. Monaco est le 2e plus petit état du globe. C'est pourtant dans sa baie que viennent s'ancrer les plus gros yachts. Dans ses palaces que descendent les plus grandes fortunes. Mais attention, ici, sans argent, seul le rêve est permis, car cette vie de conte de fées se paye à prix d'or. Aussi, ceux qui ne vivent pas aux frais de la princesse peuvent toujours se consoler en rêvant sur ces images de la principauté qui fait son show.
Ce voyage longe d'abord l'ouest de l'île de Beauté, du golfe de Porto à Calvi et jusqu'à l'île Rousse. Nous traversons ensuite l'île en direction de Bonifacio avant de faire cap sur Ajaccio, la capitale. Difficile de choisir le meilleur point de vue pour admirer le littoral corse. Sur la côte ouest de l'île, la tour génoise de Porto est un poste d'observation unique sur la réserve naturelle de Scandola. Un écrin de verdure et de roches, recélant une biodiversité représentative de l'île tout entière. C'est dire si la réserve méritait d'être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. La pointe de la Revelata ferme au sud la baie de Calvi. La cité médiévale, élevée sur son piton rocheux, est visible à 100 lieues à la ronde. Pour visiter la Corse, autant commencer en beauté. L'arrivée par la mer n'a pas son pareil. Le nombre des touristes qui fait ce choix est en plein boom. Dans le golfe de Calvi, la fréquentation des bateaux de croisière a explosé. En voyant ces images, on peut comprendre pourquoi. Comme toutes les villes et villages de Corse, l'unique ressource de Calvi est le tourisme. Son port de plaisance, ses plages, sa citadelle, ses cafés sont pris d'assaut presque toute l'année. Les voyageurs quittant Calvi vers le nord pourront admirer d'un côté l'une des plus hautes chaînes de montagnes de l'île, de l'autre, des plages réputées pour les rouleaux qui les assaillent inlassablement. Un parcours du combattant sur l'eau idéal pour les durs à cuire du 2e régiment de parachutistes basé sur les hauteurs de Calvi. Les légionnaires s'entraînent à l'écart de la station balnéaire d'Algaiola, l'une des plus prisées de Haute-Corse. Le petit train de Calvi traverse l'une des plus belles régions de l'île. Autrefois surnommée Jardin de la Corse, la Balagne est parsemée de villages médiévaux, édifiés à l'époque où l'île était administrée par la République de Gênes, en Italie. Le village de Sant'Antonino est l'un des plus emblématiques, véritable vigie suspendue à 500 mètres au-dessus du sol. Cultivent leur identité. Pigna, par exemple, est l'un des rares à vivre de l'artisanat aux dépens du tourisme de masse. Au terminus du train, l'île Rousse doit son nom à la couleur du granit qui constitue le corps de l'archipel. Sa petite ville est chère au cœur des hommes et des femmes qui la peuplent parce qu'elle est fondée par Pascal Paoli, considéré comme le père de la patrie corse. Sur les contreforts des montagnes de Balagne, le village de Calanzana est bien connu des randonneurs. Il est le point de départ du célèbre GR20, un chemin de randonnée long de 200 km faisant le tour de l'île. Toute l'année, des marcheurs se jettent dans les pas des plus chevronnés avec le secret espoir de décrocher un record. Mais ce n'est pas le cas de tous.
Pour faire le tour de l'île, les variantes ne manquent pas. Mais la beauté du paysage est telle qu'on résiste mal à l'envie de flâner en chemin. Des pistes qui marbrent le territoire, il en est une qui grimpe au sommet du Capo Tafonato, qui scrute l'horizon à plus de 2300 mètres. Au centre de l'île bat le cœur historique du petit continent. Si vous visitez la ville, sachez-le, Corte est perçue comme la capitale de la nation corse. Alors, respect. Plus à l'ouest, telle une armée pétrifiée, les aiguilles de Bavella, assure-t-on ici, sont les plus belles de Corse. Au cœur de la chaîne de montagnes dominent 7 tours rocheuses, les fameuses aiguilles. Mais c'est plus au nord que le massif de Bavella culmine, avec le mont Al-Sudin, signalé par une croix. À mi-parcours, nous basculons sur la côte est pour atteindre Porto Vecchio. L'escale suivante nous conduit sur le rocher de Bonifacio avant de reprendre notre vol pour Ajaccio. Au pied des aiguilles de Bavella, Porto Vecchio, enfoui dans ses forêts de chênes-lièges qui couvrent plusieurs milliers d'hectares, tapisse l'intérieur d'un golfe orné de plages et de villas qui s'arrachent à prix d'or. À la pointe de la baie, le phare de Porto Vecchio, moins connu sous le nom de Chiappa, signale l'entrée des Bouches de Bonifacio, une passe difficile pour les navigateurs qui veulent rejoindre la Sardaigne, située à 11 km de ses côtes. À l'extrême sud de l'île, ces falaises calcaires sont presque uniques en Corse, où le sol est majoritairement granitique. Sur ce promontoire de 30 mètres de haut, domine la ville de Bonifacio. Elle est enserrée dans ses remparts érigés au Moyen-Âge pour résister aux multiples invasions qui émaillent son histoire. Son cœur historique et sa situation exceptionnelle en font une destination incontournable en Corse. Retour sur la côte ouest. Ne vous fiez pas à ces images. Au mois d'août, les places sont chères sur la plage de Vergia, surnommée aussi la plage d'argent. Postée sur sa presqu'île, la tour génoise de l'Isolella offre, elle, un belvédère imprenable sur ce trait de côte. Si l'île de Beauté semble épargnée par les intempéries, à Porticcio, la principale menace porte un nom, Mistral. Quand le vent s'abat dans le golfe de Porticcio, il fait une guerre sans concession aux plus frêles embarcations. À l'intérieur des terres, le mercure grimpe en flèche et le sang bat fort dans les veines du peuple corse en arrivant sur Sartène. La cité antique revendique son titre de plus corse des villes de Corse. Appréciation toute personnelle de Prosper Mérimée, auteur du célèbre roman Columba, qui s'achève en Vendetta.
1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique. La même année, la ville d'Ajaccio est fondée. Le premier événement a changé la face du monde. Le second a donné naissance à l'une des villes les mieux abritées du globe. Le microclimat qui règne sur la ville n'a presque pas d'égal au monde. 80% des espèces végétales de la planète s'y épanouiraient à merveille, affirment les botanistes. Il convient parfaitement aux hommes, mais plus encore aux palmiers, dont la ville est si fière. Ceux-ci fleurissent en particulier la place centrale et le cours Napoléon Bonaparte, empereur né à Ajaccio. Attention à présent, escalade de sensations en perspective. La pointe de la Parata est en ligne de mire. Nous sommes au nord-ouest d'Ajaccio, dans un espace dédié aux activités de plein air. Après en avoir fait le tour, le nez dans le guidon par exemple, là où s'achève la terre ferme, les plus téméraires n'auront qu'une envie, rejoindre coûte que coûte les îles sanguinaires qui agonisent au large. Pour les atteindre, un seul moyen, se jeter à l'eau. Le nom d'île sanguinaire a plusieurs origines. Nous préférons la version selon laquelle les îlots s'empourprent au soleil couchant. Voilà tout l'attrait de ces coins de paradis qui constellent le littoral de Corse. Ils offrent une chance unique à quiconque s'y aventure d'aller au bout de ses rêves.